Dans le vif du sujet du webinaire, le rappel de quelques règles de fonctionnement. Donc, en termes de fonctionnement, donc les intervenants seront visibles en webcam. Ce sont les seuls à pouvoir allumer leur webcam. Et donc, ils seront visibles au moment de leur participation et la présentation de leur PowerPoint. Les micros des participants sont coupés au moment des présentations et des intervenants. Et les questions seront regroupées après des phases de présentation. Et pour ces questions, vous pouvez les poser tout au long des présentations dans le petit pavé à droite qui s'appelle « Questions ». Et elles seront ensuite reventilées et distribuées aux différents intervenants au moment des séquences questions. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez également prendre la parole si vous avez besoin de préciser votre pensée. Et grâce à l'icône main levée pour demander la prise de parole. Donc, n'oubliez pas, une fois que vous avez pris la parole, de baisser la main. Voilà. Donc, ce webinaire est enregistré. Donc, cela permettra de transmettre à chacun un lien vidéo pour ceux qui veulent revisionner cette présentation. Et la présentation, le PowerPoint qui va être déroulé pendant cette matinée, sera également envoyé par mail à l'ensemble des participants. Donc, pour ce webinaire, Laetitia Seguino, donc je me présente, chargée de mission à la Chambre régionale. Je ferai l'animation du webinaire pour reventiler les différentes questions aux intervenants. Intervenants, donc, qui sont Vanni Tadei, de la Fredon Nouvelle-Aquitaine, qui fera la présentation générale de l'ambroisie, sa reconnaissance, son signalement, un peu de réglementation, et ses propos seront complétés par ceux de Éric Baraton, à la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, conseiller grande culture, qui interviendra plus précisément sur la partie gestion. Voilà. Et puis Richard Reynaud nous rejoindra peut-être pour faire un appui à l'animation du webinaire. Ce que je vous propose avant d'avoir les présentations de nos intervenants, c'est de faire connaissance en 4 questions. Donc, plutôt que de faire un tour de table, je vous propose de répondre à 4 petites questions qui vous permettra de voir qui participe à ce webinaire. Donc, je vous propose de répondre tout de suite au premier sondage. Donc, qui êtes-vous? Merci de répondre. Est-ce que vous êtes agriculteur, conseiller, représentant des semenciers ou des firmes, représentant des collectivités, mairies, en zone non agricole au sens large, ou membre de l'administration? Donc, je vous laisse quelques minutes pour voter. Quand je vois qu'on a atteint le maximum de votes, on partagera, et comme ça nous permettra de voir un petit peu qui est autour de la table. Très bien, je vous le partage. Donc, vous devez voir les résultats. Donc, on a aujourd'hui une part plus importante de conseillers, 38%, puis à part égale, 19% des agriculteurs et des membres de collectivités, et à 13% des représentants de semenciers ou firmes et de l'administration. Je vous propose maintenant de préciser d'où vous êtes originaire. Donc, est-ce que vous êtes situé plutôt en ex-région Poitou-Charentes, en ex-région Aquitaine, en ex-région Limousin, ou est-ce que vous êtes hors de la région Nouvelle-Aquitaine et vous avez pu avoir accès à ce webinaire par le biais de la diffusion qui a été assez large et donc effectivement qui a dépassé les limites administratives de notre région. Donc, de la même façon, je vous laisse voter. Merci. Donc, apparemment, effectivement, la diffusion a dépassé nos limites administratives puisqu'on a à peu près la moitié de notre public qui est hors région Nouvelle-Aquitaine. Et après,
quasiment à égalité, un quart, des représentants de l'ex-région Aquitaine et de l'ex-région Poitou-Charentes. Troisième petite question. Quelle est votre filière majoritaire, donc sur votre exploitation pour les agriculteurs ou en termes de secteur de conseil pour les conseillers? Puis bien entendu, certains sont donc concernés par cette question de filière. Donc grande culture, vignes, fruits et légumes, zone non agricole ou non concernée. Donc je vous laisse voter. Il reste encore un peu de marge. Je vois que certains n'ont pas encore voté. Quelques petites secondes. Alors, il y a une majorité de représentants donc de grandes cultures, polyculture, élevage, mais pas très loin entre guillemets derrière, donc des représentants de la filière vigne et quelques-uns effectivement de zones non agricoles, puisqu'on a vu qu'on avait des représentants des collectivités et mairies. Pour finir, la dernière question, c'est de connaître votre situation vis-à-vis de l'ambroisie. Donc, de la même façon, soit en tant qu'agriculteur sur votre exploitation, soit en tant que conseiller sur le secteur qui est à votre charge. Donc, est-ce que vous êtes sur une zone qui est plutôt très infestée par l'ambroisie, une zone où il y a peu de présence d'ambroisie, il y en a, mais relativement peu. A priori, vous êtes dans un secteur où vous n'avez pas vu d'ambroisie à ce jour. Ou alors vous ne savez pas justement et vous venez rechercher de l'information pour pouvoir l'identifier plus facilement et après il peut y avoir, vous êtes donc concerné par cette question. Il me semble que les votes sont réalisés. Je vais partager avec vous. Voilà, donc eh bien, à part égale, un tiers, on a donc certains qui sont sur des zones très infestées, donc qui ont vu effectivement de l'ambroisie. D'autres qui ne savent pas. Donc, ce serait très intéressant, effectivement, d'avoir la présentation de Vanille sur la reconnaissance et les éléments pour cette adventice, pour pouvoir justement l'identifier si elle est sur le secteur. Et puis, à 22%, et même 11%, on a peu ou pas d'ambroisie à ce jour. Donc, le webinaire est bien destiné à vous pour pouvoir voilà. Donc, suite à cette partie de connaissance, de prise de connaissance, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec Vanille Tadé qui va nous présenter sa première partie sur la connaissance et la reconnaissance de l'ambroisie. Vanille, c'est à toi. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Ok. C'est bon. Donc bonjour à tous. Alors moi c'est Vanille Tadé. Donc comme l'a dit Laetitia, je suis animatrice technique ambroisie chez Fredon Nouvelle-Aquitaine. Donc dans cette première partie, on va voir comment connaître et reconnaître l'ambroisie, et notamment en comprenant ce qu'est une plante exotique envahissante, savoir reconnaître les différentes ambroisies et déterminer leur présence ou non sur un site, connaître leurs caractéristiques principales, le cycle de vie de la plante, son mode de reproduction, comprendre la notion de plante annuelle et connaître ses différents habitats. Donc l'ambroisie, c'est une espèce exotique envahissante. Qu'est-ce que c'est? Donc une espèce exotique, déjà, c'est une espèce vivante non indigène, c'est-à-dire qu'elle est présente en dehors de son aire de répartition naturelle et le plus souvent, elle a été introduite par l'homme là où on la trouve. Donc pour le cas de l'ambroisie, elle nous vient d'Amérique du Nord et les premières observations en France datent des années 1860 et donc elle aurait été importée par l'homme, avec des graines ou après pendant les guerres dans le fourrage pour les animaux, etc. Donc une espèce envahissante, c'est quoi? C'est une espèce qui va disposer de fortes capacités de croissance, de multiplication et de dispersion, qui va proliférer ponctuellement ou durablement dans un milieu aux dépens d'autres espèces. Ce qui fait leur succès, c'est l'absence d'ennemis naturels et une reproduction végétative ou sexuée importante.
Pour l'ambroisie, donc ce sera uniquement par les graines. Donc en France, on a 4 espèces d'ambroisie qui sont présentes. Et il s'agit de l'ambroisie à feuilles d'armoise. Donc quand on parle d'ambroisie, en général, on parle de celle-ci. Ensuite, on aura l'ambroisie trifide, l'ambroisie à épilis et l'ambroisie à petites feuilles. Donc il faut savoir que les 3 premières que j'ai citées sont des ambroisies qui sont classées nuisibles à la santé humaine. Pour ce qui est de leur répartition, pour les 3 qui sont réglementés, on peut voir que l'ambroisie à feuilles d'armoise est présente dans tous les départements. Cette carte date de 2018, mais depuis, on en a vraiment partout. Elle est surtout très présente en région Auvergne-Rhône-Alpes. On peut voir qu'elle suit le cours de la Loire. Et enfin, en Nouvelle-Aquitaine, elle est aussi très présente. C'est la 2e région qui est la plus touchée en France. Pour l'ambroisie à épilis, on peut voir qu'il y en a un petit peu en Méditerranée. Et enfin, l'ambroisie trifide, elle est présente dans 2 départements ou 3 en Occitanie. Donc, elle n'est pas loin. Pour ce qui est de l'ambroisie à feuilles d'armoise, donc c'est une espèce annuelle. Il faut savoir qu'elle est de la même famille que les tournesols. C'est pour ça qu'elle va bien se développer et qu'elle va pousser avec les tournesols en général. Donc elle aura 3 stades. Elle va partir de la graine, elle va faire ses stades et en fin d'automne, elle va finir son cycle, elle va dépérir et l'année suivante, ce sera d'autres graines qui vont refaire d'autres plantes. Et donc on part sur le stade plantule. On peut voir que les premières feuilles sont déjà très découpées, donc ça aura vraiment les caractéristiques dès le début. Ensuite, au stade végétatif, ce sera sous forme de petits buissons d'un vert assez pétant. Et enfin, au stade floral, elle aura un port en forme de chandelier un peu, avec les épis floraux qui vont être dressés. Et il faut savoir qu'au stade floral, elle peut aller jusqu'à 2 mètres de haut, mais si elle a été fauchée ou s'il s'est passé des choses avant, elle peut très bien faire tout son cycle à 10 cm du sol si besoin. Donc pour ce qui est de son cycle de développement, donc les graines vont être dans le sol. Au printemps, quand on aura des températures, une lumière et une humidité qui seront favorables, ça va lui permettre de sortir de terre, donc ça va être la levée vers les mois vers avril-mai. Après, ça dépend des années, c'est vraiment selon les conditions météo. Là, c'est vraiment un cycle générique, quoi. Ensuite, vers juin-juillet, on sera dans la période de croissance. Donc en été, elle va croître très rapidement en forme de touffe haute et large. Donc là, ce sera le stade végétatif. Ça sera vraiment les petits buissons verts bien pétants. Ensuite, on aura la floraison au mois d'août, avec les fleurs qui seront complètement formées et les fleurs mâles qui vont commencer à émettre le pollen. Ensuite, en fin d'été, de août à octobre, on a le pollen d'ambroisie. C'est le principal allergène qui est présent dans l'atmosphère. Donc ça, c'est à retenir parce que si vous avez des allergies à cette période-là, il faut se demander s'il n'y a pas de l'ambroisie autour de vous, parce que c'est vraiment le principal pollen qu'on peut rencontrer. Ensuite, donc en septembre, c'est l'émission de pollen qui va se poursuivre et ce jusqu'en octobre. Et donc en septembre, ce sera vraiment le pic pollinique. Et enfin, on aura la grenaison. Donc à l'automne, on aura les fleurs femelles fécondées qui vont donner les graines, qui vont se ressemer pour assurer les générations suivantes. Donc comment identifier l'ambroisie? Alors au niveau de la feuille, elle va être déjà de forme bien triangulaire. Ça va être profondément découpé. Elle sera verte des 2 côtés. Donc la couleur sera vraiment similaire des 2 côtés. Elle n'aura pas d'odeur spécifique quand on va la froisser. Ces feuilles seront opposées à la base et ensuite elles seront alternes avant la floraison. Et enfin, elles sont doublement lobées ou lacérées. Concernant la tige, donc elle va être velue, ce qui fait que quand on va arracher à la main plusieurs plants d'ambroisie, au bout d'un moment, ça peut être un peu irritant. C'est pour ça qu'on conseille de porter des gants dans ces cas-là. Donc cette tige, elle va devenir rougeâtre à violette à partir de juillet. Donc plus elle va avancer dans le cycle, plus la tige va changer de couleur. Et enfin, elle aura une teinte marron après les premiers gels.
Donc, au niveau des fleurs, donc l'ambroisie, elle va avoir les fleurs mâles et femelles sur le même pied. On aura les fleurs mâles qui seront situées au-dessus. Donc, elles sont jaune-vertes. Le jaune, en général, c'est les grains de pollen. Et on aura les fleurs femelles qui sont situées en dessous. Donc, elles seront aux aisselles des feuilles, ce qui permet au pollen de tomber sur les fleurs femelles. Et les fleurs femelles vont pouvoir donner les graines. Donc, concernant ces graines, elles ont une taille variable, ça peut aller de 2 à 3 mm. Elles sont vraiment pas grandes. Elles sont couvertes de petites épines, mais il faut savoir que c'est pas fait spécialement pour s'accrocher dans les poils d'animaux ou sur les vêtements, etc. Parce que au niveau de la propagation, ça va être plutôt par l'eau, parce qu'elle flotte très très bien. Cette graine peut vivre plusieurs années dans le sol, enfin plusieurs dizaines d'années dans le sol. On dit qu'elles peuvent durer jusque 30 ans dans le sol. Et en moyenne, on a 3000 graines par pied. Donc voilà, c'est des chiffres à prendre en compte parce que c'est vraiment pas négligeable. Concernant ses habitats, donc l'ambroisie, elle va s'installer sur des zones qui sont souvent mises à nu, perturbées par des activités humaines, donc principalement des milieux anthropisés. C'est une plante très peu exigeante, elle n'aime pas la concurrence. Par contre, elle aime la lumière et elle a une très bonne résistance à la sécheresse. Elle va se développer sur des textures de sol qui vont être très différentes. Ça peut aller du sableux à l'argileux. Enfin, on peut la trouver aussi bien dans des fissures de bitume que dans des parcelles agricoles ou même des fois dans le sable. Et elle va se développer donc sur un large gradient chimique de sol. Donc, au niveau des milieux anthropisés plus en détail, on va la retrouver notamment en bord de route, donc en pied de poteau ou le long des glissières. Ce sera des zones qui seront souvent mises à nu parce que c'est souvent fauché pour avoir une meilleure visibilité. Donc l'ambroisie va pouvoir s'installer à ces endroits. On la retrouve aussi en culture. Donc ici, on peut voir dans une parcelle de tournesol, car comme je l'ai dit, c'est la même famille, donc elles vont avoir le cycle vraiment en même temps. Et après, au niveau des traitements chimiques, ben, ça va être compliqué de la gérer. Ensuite, on la retrouve dans les chaumes de céréales, donc elle va pousser en même temps que les céréales, mais elle va rester vraiment à un stade très précoce. Et une fois que la moisson sera faite, elle aura accès à la lumière, donc là, elle va pousser et on aura des tours vertes dans les chaumes de céréales. Et enfin, on la retrouve aussi en pied de vigne et en interrang. On la retrouve aussi donc dans des terrains en friche parce que souvent c'est des sols mis à nu, donc elle a accès à la lumière, elle n'a pas trop de concurrence, donc elle peut se développer assez bien. On la retrouve aussi donc dans des chantiers parce que souvent on a des apports de terre d'ailleurs, enfin, et c'est aussi des sols assez travaillés. On la retrouve aussi au niveau d'un milieu naturel, ce sera en bord de cours d'eau. Donc comme je vous montrais tout à l'heure sur la carte, elle est très présente tout le long de la Loire, tout simplement parce que les bords de Loire sont sous forme de plage. Donc l'ambroisie va pouvoir trouver tout ce qu'il lui faut et elle va bien s'installer là. Donc maintenant, on va passer à un petit quiz pour savoir si vous savez reconnaître l'ambroisie après ces explications. Alors, je vous montre une photo, je vous montre un petit indice et à vous de dire si c'est de l'ambroisie ou pas. Alors, sur cette première photo, 65%, donc on dit qu'il s'agissait de l'ambroisie. Réponse. On voit de nouveau mon écran du coup. Oui, dès que je ferme, oui. D'accord. Donc du coup, c'était de l'armoise, c'est pas de l'ambroisie, parce qu'on voit que c'est un peu blanchâtre en dessous. Donc voilà. Pour la suivante, est-ce que c'est de l'ambroisie ou pas?
On vous laisse regarder un petit peu. Et maintenant, on vous propose de voter. Il reste quelques personnes qui n'ont pas encore voté. Si vous ne savez pas, on a aussi proposé cet onglet-là. Je vous partage les réponses. Donc, sur cette photo, on va y revenir. Donc, 88% pensent qu'il s'agit d'ambroisie. Eh bien, ils ont raison. Donc, c'est bien de l'ambroisie. On peut voir que les feuilles sont assez triangulaires et très, très découpées. Et avec un vert assez prononcé. Donc, c'est de l'ambroisie. La suivante. Voilà. Hop, on lance le sondage. À vous de voter. Quelques-uns n'ont pas encore voté. Il reste un peu de marge. Merci à tous. Je partage. Attendez, voilà, pardon, excusez-moi. Donc, 90% de notre panel des présents estiment donc qu'il ne s'agit pas d'ambroisie. Eh bien, c'était de la grande camomille, donc non, c'est pas de l'ambroisie. Les feuilles ne ressemblent pas vraiment, elles sont beaucoup plus arrondies et moins découpées. Et on peut voir aussi les petites fleurs de camomille, qui ressemblent pas du tout à celles de l'ambroisie. Ensuite, celle-ci, est-ce que c'est de l'ambroisie ou pas? Je vous laisse regarder. Et on lance le sondage. C'est parti. Alors, est-ce que c'est de l'ambroisie? Non. Quelques-uns hésitent, on y est presque. C'est bon, tout le monde a voté? Donc, sur cette photo, on est à un tiers de 2 tiers, entre guillemets. Donc, 60% pensent qu'il s'agit quand même de l'ambroisie. Donc non, c'est pas de l'ambroisie, c'est de la Tanésie commune. En fait, la photo, elle est un peu traître parce que les fleurs ont été coupées et les fleurs de Tanésie, c'est vraiment des petites boules jaunes, enfin, on peut pas se tromper. Donc quand il y a les fleurs, ça va, mais si on voit que les feuilles, ça peut prêter à la confusion, mais on retrouve pas les caractéristiques des feuilles d'ambroisie, c'est pas vraiment triangulaire et au niveau de la découpe, c'est très différent. On le reverra après sur les suivantes. Alors, sur cette partie-là, donc plutôt une plante en fleurs, à vous de voter. Est-ce qu'il s'agit de l'ambroisie, d'ambroisie ou non? Allez, il reste quelques personnes qui n'ont pas voté. Je partage les résultats. Donc là, on est à 3/4 des participants qui considèrent donc qu'il ne s'agit pas d'ambroisie. Donc c'est effectivement pas de l'ambroisie, c'est de l'armoise commune. C'est le principal risque de confusion avec l'ambroisie. Mais on peut voir que les feuilles, c'est pas du tout pareil. Et là, ça se voit pas forcément, mais c'est blanc en dessous. Ensuite, celle-ci. Bon, hop, c'est parti pour le vote. Est-ce qu'on avait de l'ambroisie ou non? Allez, quelques votes encore. Alors, à 75%, les participants considèrent qu'on est face à de l'ambroisie.
cette plante? Donc effectivement, c'est bien de l'ambroisie. On voit que le port est assez, enfin, on retrouve un peu la forme de chandelier avec les épis bien dressés. Et puis on a des feuilles, bon, on les voit un peu de loin, mais elles sont normalement assez découpées. Mais c'est vraiment au niveau du port général, ça peut nous aider. Ensuite, cette plante, est-ce que c'est de l'ambroisie? Alors, à vous de voter. Alors, quasiment à 3/4 des réponses également. Donc non, cette plante n'est pas de l'ambroisie, avec quand même presque 20% de oui. Donc on va vérifier ensemble. Donc là, on est sur du persil sauvage, donc non, c'était pas de l'ambroisie. Ensuite, cette plante, C'est parti pour voter. Alors, on a un raz-de-marée vers le non. 90% considèrent qu'il ne s'agit pas d'ambroisie. effectivement, du coup, c'était du kénopote blanc. Le suivant. J'espère que vous avez tous bien vu. Je lance le sondage. Donc, avez-vous vu de l'ambroisie ou pas? Des réponses beaucoup plus mitigées, donc effectivement une majorité de non, mais quand même près de 40% de oui. Alors voyons voir. Donc là, on était sur du cosmos. Alors, il fallait voir les fleurs, en fait, c'est ce qui permet de différencier. Sinon, au niveau des feuilles, effectivement, des fois, ça peut être un peu traître. Et là, donc, on a 2 plantes. Est-ce que le sondage est adapté, Laetitia, ou pas? Oui, il a adapté. Ok. Donc regardez bien, donc effectivement les deux plantes, puisqu'on va vous poser des questions sur l'ensemble de la photo. Donc, je laisse quelques secondes pour bien scruter. Et c'est parti pour le vote. Donc effectivement, aucune des deux plantes n'est de l'ambroisie. Les deux plantes sont de l'ambroisie. Seule la plante de droite est de l'ambroisie, ou plutôt c'est celle de gauche, ou alors vous ne savez pas. Donc on vous laisse voter, c'est parti. Alors là, c'est un tabac. Donc, tout le monde pense que l'ambroisie est la plante de droite seulement. Eh bien, c'est bien. Tout le monde a tout compris. Donc, à droite, on a de l'ambroisie à feuilles d'armoise et à gauche, on a l'armoise commune. Donc, d'avoir les deux côte à côte, ça permet vraiment de voir les différences. Et on peut voir que l'ambroisie, ça fait vraiment plein de branches comme le chandelier, je me répète. Et l'armoise commune à gauche, ça fait vraiment une tige en fait. Donc, quand elles sont côte à côte, c'est vraiment plus facile de trancher pour reconnaître. Donc, voilà. Merci d'avoir joué le jeu. Donc là, on va faire je vais vous parler de l'ambroisie trifide parce que c'est important quand même que vous la connaissiez. Donc une petite parenthèse si vous voulez. Donc c'est aussi une espèce annuelle, comme l'ambroisie à feuilles d'armoise. Au stade plante, elle aura aussi elle fera les mêmes cycles que l'ambroisie à feuilles d'armoise, donc avec les mêmes stades.
Donc au stade plantule, on peut voir ici qu'elle a des feuilles qui sont déjà bien grandes. On a un stylo posé à côté pour voir à peu près l'échelle. Ensuite, au stade végétatif, donc ça fera aussi pareil, des espèces de petits buissons assez verts. Et enfin, au stade floral, elle aura le même port en forme de chandelier avec les épis dressés. Mais par contre, elle pourra aller jusqu'à 4 mètres de haut. Donc au niveau de l'échelle, on est un peu sur du x2 pour l'ambroisie trifide. Donc comment la reconnaître? C'est une géante. Ici, on peut voir une parcelle de maïs, il me semble. Enfin, on voit plus le maïs du coup. Donc c'est que de l'ambroisie trifide et elle est assez grande vu qu'elle dépasse derrière le tracteur. Donc en gros, si jamais vous voyez une plante que vous ne connaissez pas du tout, qui pousse très très vite et qui est vraiment très grande, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est peut-être de l'ambroisie trifide et c'est mieux de ne pas la laisser s'installer chez nous. Donc pour ce qui est de sa feuille, elle va être palmatillobée, elle aura de 1 à 5 lobes, le plus souvent elle en aura 3. Ces feuilles sont presque toutes opposées, elles sont pratiquement glabres et elles vont mesurer de 4 à 5 cm de long, à 15 cm de long, pardon. Donc ça va être des feuilles assez grosses quand même. Concernant sa graine, elle va avoir une taille et une forme variable, ça va aller de 3 à plus de 7 mm. Elle aura 6 épines. Elle peut vivre plusieurs dizaines d'années dans le sol et on aura quelques centaines de graines par pied. Et on peut voir sur la photo des graines d'ambroisie trifide et à côté une petite graine d'ambroisie à feuilles d'armoise. Donc on peut voir que niveau échelle, on n'est plus du tout sur la même. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Maintenant, on va passer aux impacts et aux enjeux qui sont liés aux ambroisies. Donc notamment comprendre les impacts au niveau sanitaire, agricole et comprendre en quoi c'est une problématique sociétale aussi. Donc l'ambroisie, c'est avant tout une problématique sanitaire. Ça va entraîner des symptômes allergiques sévères, donc comme des rhinites, de l'asthme, de l'eczéma, de l'urticaire, des conjonctivites. Et il faut savoir que le facteur favorisant, ça va être la pollution atmosphérique. Et notamment, les pics de pollution sont en général au mois de septembre. C'est aussi le mois où le pic de pollen d'ambroisie est le plus fort. Donc l'un dans l'autre, ça va entraîner des allergies assez sévères. Et donc, il faut à peu près 10 grains par mètre cube d'air pour entraîner des symptômes allergiques, sachant qu'une plante va émettre plusieurs centaines de grains de pollen par jour. C'est un pollen qui est au potentiel allergisant qui est classé comme fort par le RNSA. Donc c'est la classification la plus élevée pour les pollens. C'est des allergies, comme je vous l'ai dit, qui interviennent plutôt en fin d'été, donc vers le mois de septembre. Et la prévalence de cette allergie va augmenter avec le degré d'exposition au pollen. Donc c'est plus on va être exposé, plus on va devenir allergique. Donc au début, peut-être qu'on n'aura aucun symptôme, et seulement au bout de 5, 7, 10 ans, on va vraiment devenir allergique sévère. Car du coup, sauf exception, sauf les personnes qui sont vraiment prédisposées, on ne naît pas allergique, mais on le devient en étant exposé à l'allergène. Donc là, on peut voir une photo d'une dame qui fait une réaction au pollen. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est là où il y a le plus d'ambroisie et ils ont fait donc en 2017 une étude de l'impact médico-économique. Donc le nombre de personnes qui ont eu recours à des soins a été de 660 000, ce qui fait 10% de la population de la région. Et le coût sanitaire Ambroisie, l'année-là, était de 40,6 millions d'euros. Mais sachant que c'est que le coût sanitaire. Donc à côté, il y a encore plein d'autres coûts qui se rajoutent. Donc c'est juste énorme et c'est pour ça qu'on vous en parle. Donc l'ambroisie, c'est aussi une problématique agricole. Ça va entraîner notamment des coûts de gestion supplémentaires, des pertes de rendement, des déclassements des lots avec des semences qui seront non conformes, des pénalités PAC en cas de présence d'ambroisie en zone tampon notamment, et une apparition de résistance aux herbicides. Il faut savoir que l'ambroisie devient résistante à une dizaine de molécules chimiques. L'ambroisie, c'est aussi une problématique donc sociétale parce qu'elle envahit différents milieux, les bords de route, les parcelles agricoles, les chantiers, les terrains en friche et plein d'autres. Donc ça va créer des conflits entre différents acteurs de ces différents milieux.
Ça va créer aussi des conflits de voisinage, notamment quand quelqu'un ne va pas gérer l'ambroisie sur son terrain et que le voisin commence à être envahi. Ça peut être un peu problématique parfois. Et enfin, on a un enjeu touristique, notamment les personnes qui viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quand ils viennent en vacances en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, des fois, ça leur arrive de contacter les communes où ils partent en vacances pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambroisie, pour passer des vacances plutôt agréables et pas être en pleine crise allergique. Donc, on a une nécessité d'une coordination des actions pour que ça se passe bien entre tout le monde. Donc, quelle organisation pour la lutte contre les ambroisies? Donc, je vais vous présenter rapidement la réglementation, les acteurs qui sont impliqués dans la lutte et connaître donc cette organisation. D'un point de vue politique publique, l'ambroisie, elle n'est pas dans le code rural et de la pêche maritime, elle n'est pas dans le code de l'environnement, mais elle est dans le code de la santé publique. Elle est classée comme espèce nuisible à la santé humaine, donc de par son pollen. Alors, la réglementation dans le Code de la santé publique, c'est la loi du 26 janvier 2016, modernisation de notre système de santé, avec un décret et 2 arrêtés. Donc, le décret, il classe les 3 espèces d'ambroisie que je vous ai présentées au début. Il fixe les mesures de prévention et de lutte à mettre en œuvre. Et enfin, les arrêtés, donc on en a un qui interdit l'introduction, le transport, l'utilisation, la mise en vente, la vente et l'achat de ces espèces. Et le second, il désigne les organismes qui peuvent contribuer aux mesures au niveau national, donc notamment Fredon France avec l'Observatoire des ambroisies. Et donc, nous, après, par rapport à ça. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir au niveau réglementation, c'est qu'il y a obligation pour tout un chacun de gérer les 3 ambroisies qui sont réglementées sur son terrain. Donc, en gros, il y a une petite subtilité, c'est qu'il y a obligation de lutte, mais pas forcément de résultat. Alors, on a en France des départements qui sont dotés d'un arrêté préfectoral relatif à la destruction de l'ambroisie. Donc, cet arrêté, ça va être le préfet qui va le déterminer. Et donc, dans cet arrêté, ça va expliquer les mesures à mettre en œuvre sur le territoire et les modalités d'application. En Nouvelle-Aquitaine, donc les départements qui seront sous arrêtés préfectoraux sont la Charente, la Dordogne, les Deux-Sèvres, le Lot-et-Garonne et la Creuse. Donc cette réglementation, elle est souple et elle est adaptable au contexte local. On a plusieurs situations d'envahissement de l'ambroisie, donc plusieurs stratégies. Quand on est en zone infestée, donc c'est-à-dire que l'ambroisie est très présente et bien implantée depuis de nombreuses années. Les actions prioritaires, ça va être de réduire la production de pollen pour éviter au maximum les allergies et de limiter sa prolifération pour pas qu'il y en ait encore plus. Ensuite, quand on est en zone de front de colonisation, il va falloir éviter la production de graines et éradiquer les populations d'ambroisie. Donc zone de front de colonisation, c'est quand elle commence vraiment à s'implanter. Et quand on est dans une zone pas ou peu infestée, c'est-à-dire soit il n'y en a pas du tout, soit on a vraiment quelques pieds par-ci par-là, les actions prioritaires vont être de surveiller et d'éradiquer les nouvelles populations d'ambroisie. Parce qu'une fois qu'elle est installée, on en a pour un certain nombre d'années à la gérer. Donc c'est plutôt en zone pas ou peu infestée qu'il est plus important d'agir, parce que c'est vraiment là qu'on peut être efficace. D'un point de vue opérationnel, donc les acteurs de la lutte sont assez nombreux. Donc on a notamment Fredon avec l'Observatoire des ambroisies, l'INRA, l'ANSES, les chambres d'agriculture, les CBN, les instituts techniques, les citoyens, les CPIE, les ARS, le RNSA, les ministères et les collectivités territoriales. Donc quel est le rôle des collectivités? Les maires peuvent participer aux côtés du préfet à l'élaboration de l'arrêté préfectoral et à la mise en œuvre des mesures. Ils vont faire appliquer l'arrêté préfectoral sur leur commune. Et enfin, les collectivités territoriales concernées peuvent désigner un ou plusieurs référents territoriaux. Et elles vont gérer le risque ambroisie sur les terrains dont elles ont la charge. Donc ces référents territoriaux, les différentes missions de façon annuelle vont être de repérer la présence de l'ambroisie, de participer à la surveillance, d'informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir l'apparition de ces espèces ou pour lutter contre leur prolifération,
et de veiller et de participer à la mise en œuvre de ces mesures. Très bien. Merci Vanille. Avant de rentrer dans la gestion technique de l'ambroisie, je voulais vous proposer de faire une petite pause, une petite séquence questions s'il y en avait. Alors, hop, je vois qu'il y a une question. Alors, je vais la poser. Donc, pour le système racinaire de l'ambroisie, vu que la plante se développe vers la lumière, elle investit donc peu dans le système racinaire et serait facile à enlever lors du travail du sol. C'est une question. Donc, qui veut répondre? Donc, soit Eric, soit... Oui, Eric? Elle est plutôt pivotante, donc en soi, elle n'est pas très difficile à arracher quand on a un pied et que le sol est assez humide et facile, entre guillemets. Dès qu'on va être dans des sols plus caillouteux, elle va quand même essayer de descendre et elle va être plus difficile à arracher. Et donc, ma réponse que j'avais donnée, c'est que Oui. dans des travails d'été, dans les chaumes de blé où c'est plutôt sec, le travail du sol est quand même assez difficile pour réussir à l'arracher efficacement. Ok, merci. Personne. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de poursuivre la présentation avec Vanille, donc sur la partie gestion technique de l'ambroisie. Donc, dans cette partie, l'objectif va être de connaître les méthodes générales de lutte avec les avantages et les contraintes. Donc, en gestion préventive, il faut savoir que l'éradication n'est possible que sur des populations récentes d'ambroisie, donc c'est-à-dire avec un faible stock de graines. Une détection précoce et un signalement des pieds d'ambroisie, ça va permettre une gestion facilitée. C'est pour ça qu'il y a une nécessité d'un repérage rapide des nouvelles populations. Donc, ça va être vraiment important de les détecter rapidement pour pouvoir les gérer comme il faut et qu'elles puissent ne pas s'installer. Donc, pour les signalements, il existe une plateforme de signalement ambroisie. Elle a été créée en Auvergne-Rhône-Alpes et ensuite elle a été étendue sur toute la France. Donc, c'est un outil coopératif pour aider au repérage de l'ambroisie et un outil de gestion pour les référents ambroisie. Donc, en gros, on a soit une application, soit un site internet, soit un numéro, soit une adresse mail. Donc, il y a vraiment plein de possibilités pour signaler l'ambroisie. Et après, chacun fait la méthode avec laquelle il est le plus à l'aise. Et donc, tout le monde peut signaler l'ambroisie. C'est pas obligé d'être référent, d'avoir un compte ou autre. Vraiment, tout le monde peut utiliser cette application ou le site internet. Donc, voilà. Alors, donc, il faut faire attention aux vecteurs de dispersion. Ça va être notamment tous les engins qui vont travailler le sol, donc les camions, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les ensileuses, parce que les graines d'ambroisie sont très petites et se coincent près partout. L'eau ruisselante va être aussi un vecteur, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les graines d'ambroisie ont une très bonne flottaison. On a des cas où on avait un petit spot d'ambroisie et plus bas, on a retrouvé un pied d'ambroisie isolé tout seul, parce qu'en fait, tout simplement, l'eau a emmené les graines jusque-là. On peut avoir des cas de sacs de semences contaminés. On peut retrouver des graines d'ambroisie dans les mélanges de graines pour oiseaux. On a de plus en plus de cas de particuliers, notamment, qui nous disent qu'ils trouvent des pieds d'ambroisie au pied des mangeoires. Donc, il faut faire très attention quand vous nourrissez des oiseaux avec des graines. Ensuite, on peut retrouver l'ambroisie, donc elle peut se coincer dans les crantes de chaussures ou bottes. Donc voilà. Et enfin, on peut la retrouver dans les composts ou les potées fleuries. Donc, les transports de terre et de récolte d'automne contaminés contribuent fortement à la dissémination des graines parce que c'est à ce moment-là qu'on a les graines et qu'on va avoir plein de transports possibles. Donc, je laisse la parole à Eric.
Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Donc, je vais vous présenter la partie gestion curative pour les parcelles agricoles. Donc, en fonction des cultures et du niveau d'infestation, on va avoir des stratégies qui vont être différentes, hein. De l'objectif de zéro adventice pour entre guillemets une invasion débutante, après le contrôle plutôt en végétation pour pouvoir empêcher en premier lieu la floraison et après la grenaison. La gestion chimique fait partie intégrante des solutions, mais ne suffira pas, car on peut, dans certaines régions de France, avoir déjà des résistances, hein. On est peu concerné pour l'instant en Nouvelle-Aquitaine. Donc il faudra activer différents leviers qu'on va détailler un petit peu, hein. Donc ils vont être l'allongement des rotations notamment, en faisant attention, généralement l'allongement peut aussi être favorisant, parce qu'on allonge souvent avec des cultures de printemps qui vont être plutôt tendance à favoriser l'ambroisie. Donc il faudra faire attention à la culture de printemps qu'on va utiliser. Il va falloir des cultures qui recouvrent rapidement le sol. C'est ce qui va faire une grande différence au niveau du développement de l'ambroisie. Ensuite, en termes de gestion curative sur le long terme, sur le pluriannuel, jusqu'à l'épuisement du stock, ça c'est quand même assez difficile, hein. On va plutôt maintenir une pression faible, mais l'éradication totale, une fois que la parcelle est contaminée, est quand même un petit peu difficile. Et il faut énormément de mise en place de leviers, et notamment par le mécanique et de coûts. Donc, la première chose pour les personnes qui ne sont pas encore concernées, c'est vraiment l'observation, reconnaissance, et dès qu'on a quelques pieds, de les arracher. Une fois que la parcelle est contaminée, après, entre guillemets, on est plutôt sur un maintien de la pression. On est sur des passages minimums, alors que ce soit en mécanique ou en chimique, de 2 à 3 passages, car on est sur des levées échelonnées, et c'est ce qui pose le plus de problèmes, c'est qu'en fait, on est sur des levées qui vont s'étaler entre avril et juillet. Avant la culture, pour les cultures de printemps, on va essayer de retarder la date de semis pour avoir un faux semis. Donc l'ambroisie, comme ça a été dit, hein, ça peut lever en fonction des secteurs et des températures. On en a vu dès le mois de février, en Deux-Sèvres notamment, mais ça peut s'étaler couramment de fin mars jusqu'à juillet. Donc c'est vrai qu'il faut attendre quand même une première levée de température pour avoir moins de densité par la suite. Pendant la culture, on peut avoir l'arrachage manuel. Alors ça, c'est le début d'infestation. Quand on a quelques pieds, il ne faut pas hésiter à les arracher manuellement pour pas qu'ils fleurissent et qu'ils grainent. Ça va être la première étape. Et puis après, on va avoir la partie désherbage mécanique, binage, herçage notamment, avec des efficacités sur des petites plantes qui sont assez intéressantes. Par contre, qui ne vont pas forcément perdurer dans le temps parce que ça va réactiver des levées. Donc là, derrière, ça va être l'intérêt de la culture qui va être plus couvrante. Donc si on est sur une culture de tournesol, on a des ressalissements importants, alors que sur une culture de maïs, on va avoir un petit peu moins de levée et de développement de montée à graines. Pendant l'interculture, phase très importante dans la gestion de l'ambroisie, il faut vraiment se concentrer sur ce pas de temps d'interculture pour éviter d'abord la floraison pour la partie pollen, mais aussi la montée à graines. Donc dès qu'on est derrière une culture de céréales ou de colza, on va faire des déchômages le plus rapidement possible, ou en tout cas profiter de la fraîcheur du sol. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'ambroisie est plutôt facile à arracher sur des sols profonds et si on a de l'humidité. Dès qu'on est sur des petites terres à cailloux, l'été, ça peut être difficile de l'avoir en un seul passage. Ensuite, on va avoir le broyage, ça veut dire pour empêcher la montée à graines, en faisant bien attention
à resurveiller le redémarrage de la plante, hein, parce qu'on peut avoir une plante qui fait 20-30 cm et une fois broyée, va, on va dire, repartir de la base du pied et refaire très rapidement une floraison. Et donc aussi des graines avant l'entrée de l'hiver. Les sipans peuvent permettre de maintenir cette plante à une condition d'avoir une densité de couvert relativement élevée, hein, toujours cette question de la concurrence à la lumière, le plus tôt possible pour pouvoir étouffer la levée d'ambroisie qui pourrait avoir lieu fin août, début septembre. En fonction des arrêtés, on va avoir la possibilité de détruire le sipan avant la date légale, soit par broyage, soit par destruction chimique, dans le cadre de l'ambroisie. Et puis pour les zones concernées, on peut avoir une phase de pâturage plutôt pour les parties ovins et caprins. Là, quelques photos d'un essai réalisé par la Chambre de Charente, où on voit sur la partie de gauche donc une culture de tournesol avec une forte infestation d'ambroisie. Sur la photo de droite, vous voyez la partie complètement à droite, une parcelle désherbée et sur une borne un peu plus verte qui est le témoin non traité. Donc vous voyez que ça peut avoir des pressions très importantes. Donc dans cette parcelle, on avait en moyenne 319 ambroisies par mètre carré, mais ça allait en fonction des différents témoins et comptages qui ont été effectués, de 288 à plus de 1000 ambroisies au mètre carré. Donc dans l'interculture, on en parlait, hein, il faut bien se concentrer sur ces plantes, hein, qui peuvent être relativement basses après si elles étaient présentes dans le blé, hein, le fait de passer la moissonneuse, elles peuvent repartir. Donc on va essayer de gérer en priorité donc les passages de roues qui sont un peu plus durs, entre guillemets, un peu plus compactés, qu'il faut vraiment aussi faire attention, hein, parce que c'est là aussi on va avoir du mal à l'arracher. On va aussi faire une zone privilégiée sur les bords de champ, hein, c'est souvent la zone d'entrée. Alors soit c'est le bord de champ par la parcelle voisine, soit c'est le matériel, hein, qui va faire rentrer l'ambroisie dans le champ. Donc ça va commencer, hein, par un coin, et puis l'année d'après ou 2 ans après, on va commencer à avoir le tour du champ, et progressivement, en 2 ou 3 ans, on peut avoir 1 ou 2 pieds d'ambroisie qui vont avoir réussi à contaminer une parcelle par la dissémination via le travail du sol et notamment la moissonneuse. Donc l'objectif de l'interculture, hein, ça va être d'empêcher en premier lieu la pollinisation, en deuxième lieu la grenaison, et ça peut être aussi un objectif important de diminution du stock grainier, c'est-à-dire de favoriser un maximum de levée et de destruction pour diminuer ce stock-là. Donc la gestion de la destruction, c'est vraiment faire lever un maximum dès la fin juillet les ambroisies et déchaumer dès qu'elles sont relativement, qu'elles font 5 cm, parce que dès qu'on va être un petit peu plus développé, l'été, avec la chaleur, on a des plants d'ambroisie qui sont assez ligneux et qui sont assez difficiles à détruire avec les disques. Donc on va favoriser les levées et les destructions. Donc là, aussi faire attention à le déchaumage. Ça paraît une plante facile à détruire, mais non, hein, il faut bien faire attention à un déchaumage qui pourrait être trop profond. On pourrait avoir des pieds qui sont un petit peu enfouis, qui repartent. Donc il faut, si on est plutôt sur un sol profond, plutôt essayer d'avoir une herse peigne derrière pour sortir un maximum les ambroisies, qu'elles restent en surface. Donc après, on va plutôt utiliser en deuxième passage un outil à dents pour plutôt laisser les plantes se dessécher en surface. Faire attention à l'écartement des disques, hein, ou des passages qui seraient pas complètement croisés. Parce qu'on peut avoir des départs comme ça, un peu de terre dessus, ça repart. Et puis on va généralement faire 2 passages croisés
pour essayer de maximiser les chances de destruction et de ne pas avoir des zones non travaillées. Donc là, voilà, c'est ce qu'on reprend, hein. Donc, bien reprendre les passages de roues, le travail superficiel pour favoriser les levées, notamment. Donc, ils peuvent être aussi amplifiés par un roulage, un rappuyage qui va permettre de favoriser la levée et donc intervenir dès la récolte. Donc, j'en repasse la parole pour la gestion curative, on va dire en bordure de route. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, c'est bon. Ok. Donc du coup, concernant l'arrachage manuel, donc ça va avoir une efficacité maximum pour réduire la quantité de pollen et de semences. Ça va être réalisable sur des populations d'ambroisie à faible densité, donc ça va être des actions locales et intégrées. Ça va avoir un certain coût et ça va exposer les arracheurs au pollen, donc c'est préférable de l'arracher avant la floraison et de porter des gants, voire un masque si on a déjà du pollen. Et enfin, ça a un effet pédagogique, donc notamment si on organise des journées de chantier, par exemple, d'arrachage. Concernant la sécurité, donc c'est fortement conseillé de porter des EPI avec des vêtements qui vont recouvrir tout le corps, des gants et des masques de type FFP3 parce que, enfin, s'il y a la présence de pollen. Et évidemment, c'est déconseillé aux personnes qui sont sensibles au pollen de participer aux actions de gestion, en n'oubliant pas que le pollen peut être présent dans les habitacles de véhicules lors de la gestion. Et aussi, c'est peut-être bête, mais il faut penser, après avoir fait une session d'arrachage et qu'il y a du pollen, penser à vraiment se laver intégralement, même les cheveux, pour éviter de les déposer sur l'oreiller et que pendant des mois, on va respirer le pollen. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au calendrier pour les actions de gestion et essayer vraiment de tout faire avant les premiers pollens. Donc, quelques remarques. Au niveau de la gestion, donc ça va être vraiment des méthodes à adapter au cas par cas. Il va falloir favoriser la prévention et la non-dissémination de l'ambroisie. Un individu, c'est facilement détruit, donc on l'arrache. On va au bout de 2 minutes, même si on le garde en main, il va dépérir. Et si on le pose, il va pas repartir, même s'il y a les racines. Une fois que c'est arraché, c'est arraché. Et donc, ne pas laisser la plante s'installer, ça va éviter d'avoir un stock de semences. Concernant les déchets, donc avant la grenaison, on peut les composter, méthaniser ou les laisser sur place. Quand on a les semences qui sont présentes, c'est conseillé de laisser les déchets sur place pour éviter de disséminer les graines. Parce que si la plante est arrachée avec ses racines, on a des graines qui peuvent rester collées aux racines, s'il y a des petites mottes de terre ou autre. Donc, globalement, le mieux dans tous les cas, ça va être vraiment de laisser sur place pour éviter d'en importer ailleurs. Et donc, le brûlage de végétaux par les particuliers est interdit sauf dérogation particulière. Et il faut savoir que pour l'ambroisie, c'est possible d'avoir des dérogations. Très bien, merci, merci Vanny. Donc du coup, on a eu tout à l'heure un petit quiz sur la reconnaissance de l'ambroisie suite à la présentation des différents éléments de reconnaissance. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de refaire un petit quiz sur les pratiques qui permettent ou non de gérer cette adventise. Donc quiz en 2 questions. Donc je vous lance la première question. Donc, parmi les pratiques suivantes, lesquelles vont contribuer à la gestion de l'ambroisie? Donc, je vous laisse voter. Donc, soit c'est, enfin, c'est pas soit, hein, il peut y avoir plusieurs réponses. Donc, introduction de cultures d'hiver dans la rotation, introduction de cultures de printemps ou d'été, voilà, le labour, les déchômages répétés d'été, et le décalage de la date de semis des cultures de printemps. Donc, je vous laisse voter. Donc, on a encore de la marge.
Voilà, ça monte. Vous êtes en train de faire votre choix. Je vous laisse quelques secondes encore. Allez, il reste un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas fait leur choix. Quelles sont les pratiques qui contribuent à la gestion de l'ambroisie? C'est bon? Allez, je vous propose de clôturer et de partager les réponses et puis on va voir ensuite les résultats. Donc, pour vous, donc les déchômages d'été et le décalage de la date de semis des cultures de printemps sont des solutions qui permettent de gérer l'ambroisie, ainsi que l'introduction de cultures d'hiver dans la rotation. En moindre mesure, voire pas, donc l'introduction de cultures de printemps-d'été et le labour. Donc, je vous propose de regarder ensemble le résultat. Eric, du coup, je te laisse juste apporter quelques commentaires donc, sur cette base de réponses. Donc oui, donc le labour, je n'en ai pas parlé dans la présentation, hein, parce que c'est un levier justement qui ne fonctionne pas très bien, hein. Le taux annuel de décroissance des graines est très faible, ça veut dire que même si on labourait une année sur 5, le labour suivant ressortirait des graines qui seraient encore viables. Donc c'est pas un levier qu'on va utiliser. L'introduction des cultures de printemps-été, voilà, c'est aussi les moments où l'ambroisie va lever de façon préférentielle, donc ce n'est pas un levier intéressant. Donc c'est plutôt l'introduction de cultures d'hiver. On va avoir au moment de la levée une culture en place et donc peu de lumière pour les faire se développer. Et donc voilà, le déchômage répété l'été pour faire la gestion du stock grainier. Et puis un faux semis en décalant une culture de printemps éventuelle, en privilégiant des cultures qui recouvrent beaucoup, hein. Alors plutôt un maïs, un sorgho fourragé par exemple, parce que les cultures type soja, tournesol ou sorgho grain recouvrent peu le sol et on a de l'ambroisie qui arrive à passer par-dessus. Ok, on lance la deuxième question du coup. Alors, qui est la même question, mais qui vous propose 5 autres solutions de gestion. Donc, d'après vous, donc toujours parmi les pratiques suivantes, quelles sont celles qui contribuent? On la voit pas à l'écran. C'est mon écran qui doit être Vous ne la voyez pas à l'écran. Moi, je la vois à l'écran. Ouais. C'est bon. Vous voyez? Donc du coup, donc les pratiques qui contribuent, donc décalage de la date de semis des cultures d'hiver, la récolte des parcelles infestées en premier, la pratique du binage, la mise en place de couverts végétaux et enfin l'essimage. Donc, vous êtes en train de voter. Je vous laisse encore quelques secondes. Je vois qu'il en reste quelques-uns qui doivent être en train de réfléchir encore. Allez, on y est presque. Est-ce qu'il y a quelques indécis? Voilà, ça vote encore. Très bien. Je vous propose donc de partager. Donc, vous devez voir les réponses. Donc, dans les résultats du sondage, vous avez mis en première solution, première pratique, le binage pour permettre effectivement la gestion de l'ambroisie, puis l'essimage. Vous avez identifié les couverts végétaux, donc on verra dans les commentaires effectivement que c'est peut-être un faux ami entre guillemets. Et puis a priori pas des bonnes solutions pour gérer le décalage de semis des cultures d'hiver et la récolte des parcelles infestées en premier. Vous ne considérez pas que ce soit des techniques valables. Donc hop, normalement vous voyez mon écran. Eric, je te laisse prendre la parole pour commenter les résultats. Donc,
en effet, le binage est une des meilleures solutions efficaces sur des cultures à interrang un petit peu important. L'essimage peut fonctionner en dernier recours sur des cultures plutôt basses, sachant qu'on aura un redémarrage en fonction de la période de l'ambroisie qui peut refaire des inflorescences en dessous de la zone coupée. Les couverts ne sont pas en soi un très bon moyen, il faut qu'ils soient bien réussis, donc c'est pas toujours évident. Récolter les parcelles infestées en premier, non, c'est l'inverse, c'est plutôt les récolter en dernier, car c'est assez difficile de nettoyer tout le matériel entre chaque parcelle, donc c'est vraiment privilégier ces zones-là à la fin, ou si c'est très infesté, ne pas les récolter et plutôt utiliser un broyeur. Et le décalage de la date de semis, c'est pour les cultures d'été. Pour les cultures d'hiver, il y a peu de levée sur le blé, par exemple. Très bien. Merci pour ces éléments. Donc, je vous propose, suite à cette partie et de présentation et de quiz, de prendre les questions qui ont été posées. Donc, on a eu 2 questions. Donc, la première, c'est Laetitia Sicot qui demande: y a-t-il des formations de terrain à la reconnaissance qui sont mises en place? Donc, Vanny, je te laisse répondre. Oui. Alors du coup, les formations, principalement, on a formé des référents ambroisie avec, donc on forme, il y a la moitié en salle et l'autre partie sur le terrain. Mais on peut aussi organiser des formations terrain. Et surtout, dans le monde de la vigne, on aimerait bien pouvoir organiser des choses. Donc, on reste en contact. Oui, voilà, ça peut être des sessions qui sont dédiées, entre guillemets, si on a un public captif. Donc, on voit peut-être Laetitia par rapport au BNIC, il pourrait y avoir une session de reconnaissance avec votre appui organisée spécialement pour viticulteurs et conseillers d'un secteur donné. Oui, ce serait l'idéal parce que on en voit de plus en plus en vigne et on se rend compte que c'est pas forcément connu en fait. Voilà. Très bien, merci. Une autre question a été posée pour savoir s'il y a des températures ou altitudes qui jouent en fait sur l'ambroisie. Donc en gros, quid des zones de montagne? L'ambroisie, elle vient d'Amérique du Nord, donc il y a des climats assez froids quand même. Et elle a été retrouvée en altitude. Donc, c'est une espèce exotique envahissante, donc elle a une plasticité assez large. Ce qui fait que oui, on peut la retrouver en montagne. Très bien, merci. Du coup, alors moi, je ne vois plus de questions dans le pavé questions. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole? C'est le moment, puisque on a fait l'ensemble des présentations, donc le webinaire va bientôt être clôturé. Donc, si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas. Bien entendu, si des questions vous viennent a posteriori, nous pourrons également les recueillir. On fera un petit questionnaire d'évaluation du webinaire et on permettra à chacun de poser des questions résiduelles auxquelles on apportera des réponses. Donc, en lien avec les différents intervenants, les questions seront transmises. C'est qu'effectivement, dans le support qui vous sera communiqué, vous avez un certain nombre de liens en fin de présentation. Donc, dans la Chambre de la Charente, qui a réalisé des essais de désherbage chimique de l'ambroisie, a réalisé une vidéo qui explique. Et sur le site, on se trouve également le nouvel arrêté départemental de la chambre 16, enfin du département 16, pardon. La Fredon Nouvelle-Aquitaine a également une page dédiée à l'ambroisie et puis il est possible de trouver des documents ressources sur le site de l'Observatoire des ambroisies, pardon, et Terre Innovia a également une page ambroisie sur son site. Dans le cadre de notre projet, au-delà de la réalisation des webinaires, il y a la réalisation de vidéos témoignages sur la gestion de l'ambroisie. Donc, 6 vidéos seront diffusées plutôt début 2022, pardon.
Et vous pouvez trouver ici la liste des vidéos qui sont attendues. Donc, certes, une présentation générale de l'ambroisie qui reprend un petit peu les éléments clés du webinaire, hein, comment on la reconnaît, comment on la gère, comment on l'identifie, on la signale, mais également des témoignages soit d'agriculteurs, de collectivités, du rôle de référent, aussi des organismes économiques qui disent chacun à leur niveau comment cette ambroisie est gérée et quelle place elle prend dans le cadre de leur activité. Voilà, donc dès que ces vidéos seront disponibles, on se proposera de vous transférer les liens pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et écouter les témoignages. S'il n'y a pas de remarques particulières, je vous remercie tous pour votre participation. Merci aux intervenants et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.